Je vais vous déprimer, hein. Je vous préviens. Hein. Je vais vous enfoncer le moral, mais il y a des solutions, ça s'appelle l'action quand même. Hein. Ouais. Bonjour Claire Nouvian, je suis ravie de vous accueillir ici donc pour cette heure. Donc oui, 45 minutes environ de questions et puis ensuite ce sera à vous. Donc je suis vraiment très heureuse de vous accueillir. Donc vous êtes la fondatrice et présidente d'une fondation qui lutte pour la préservation des océans et des pêcheurs artisans, on y reviendra, qui s'appelle Bloom. Vous avez à votre actif de nombreuses victoires, dont la principale, en 2016, vous avez réussi à faire interdire le chalutage, la pêche chalutage en eau profonde. Et ce qui vous a valu, j'imagine, entre autres, d'obtenir le prix Goldman en 2018 pour l'environnement, qui est une sorte de... Enfin, on le présente souvent comme un Nobel de l'environnement. Voilà, donc on va retracer un peu votre parcours et puis pourquoi il est si important de lutter contre ce qui est à l'œuvre aujourd'hui, comme la façon dont on ravage les océans et puis au-delà, malheureusement. Alors, on va peut-être commencer par une question liée à votre parcours. C'est d'où, parce que quand on regarde votre histoire, vous n'avez pas forcément une histoire qui vous inscrivait dans une lutte écologique. J'ai lu que votre papa travaillait chez Total. Vous avez eu un grand-père, d'ailleurs, qui a accueilli une centrale nucléaire, je crois, sur sa commune, qui était maire. Alors, comment est née cette passion pour les océans? Comment ça a commencé? Bonjour à tous. Enfin, à toutes et à tous, parce que si on dit tous, alors on a toujours à toutes et à tous. Hein. Comment ça a commencé? En fait, c'est toujours compliqué de répondre à cette question-là. Je pense que c'est le vivant en général qui m'a interpellée. Enfin, je travaillais en tant que journaliste dans la télé, en fait, et j'ai fait des documentaires scientifiques et animaliers pendant des années. Et j'ai donc été aux premières loges de la destruction de la planète. Enfin, en même temps, c'était merveilleux parce que je voyageais partout dans le monde et je voyais ce qui restait de beau sur Terre. Et c'était hyper touchant de se retrouver face à un gibbon, à des éléphants sauvages. C'était génial. Enfin, vous voyez l'émotion qu'on a dans ces rencontres. Même quand on a un petit écureuil qui se descend de l'arbre dans le Poitou, c'est l'agitation dans la famille. Alors, vous imaginez, cette faune sauvage, c'était génial. Et puis, en même temps, quand même, de faire le bilan que... ça tapait, quoi. Que les espaces sauvages étaient en réduction, qu'il y avait de la pollution qui abattait en fait des troupeaux entiers sauvages, qu'on avait du braconnage, que les habitats étaient en train de disparaître, de fondre comme neige au soleil. Et en fait, pendant toutes ces années d'expérience documentaire, mes alliés, c'était les scientifiques, c'était eux qui étudiaient les oiseaux, les animaux et qui m'amenaient au fin fond de la forêt et qui, du coup, m'alertait aussi sur l'état de déclin et qui contribuait finalement à ce que maintenant on a comme grande image du déclin global de la faune sauvage, des oiseaux, des poissons, des amphibiens et d'ailleurs de tous les dommages que ça crée, y compris pour les peuples autochtones, pour ceux qui vivent aussi de cette biodiversité et qui ne sont pas des grandes multinationales comme on les connaît, qui déforestent, etc. Et donc, c'est ça qui a, je pense, forgé ma conscience graduelle de l'urgence écologique et qui, par moments, m'a décontenancée, en fait, par rapport à l'étendue des dégâts. Mais quand même, il y avait ces chercheurs, déjà, qui étaient quand même dans leur métier de recherche, qui faisaient des choses très concrètes, souvent, hein, pour préserver cette faune. Et donc, il y avait quand même un sentiment que, bien sûr, on avait un état de siège de la nature, mais qu'il y avait quand même une prise en compte, en tout cas par les chercheurs, par des associations, notamment les oiseaux, enfin BirdLife, ou alors en France, l'équivalent qui est la LPO, fait quand même un travail formidable pour les oiseaux. Donc, je me disais, c'est déjà un réseau tellement énorme qui protège les oiseaux. Moi, j'avais le sentiment que sur cette urgence-là, il y avait quand même des acteurs qui étaient mobilisés, alors que sur les poissons... Oui. Pour le coup, vraiment pas. Et donc, je pense que pendant longtemps, ce qui était la conservation marine a été très très mal loti et ça continue à être le cas. On récupère même pas 1% des financements sur tout ce qui est écologique. Donc, on voit bien qu'on est quand même les mal chaussés de cette défense de l'environnement.
pour des raisons assez simples. Enfin, il y a eu évidemment ce que Greenpeace a fait, et c'était génial, c'était l'éveil sur la chasse à la baleine, mais ça restait des mammifères marins, et Dieu sait qu'ils sont mal en point, ces mammifères marins, et qu'il faut les aider. Donc, il n'y a pas de combat supérieur à un autre, hein, c'est tout le vivant qui est en train de se faire dézinguer. Mais c'est vrai que les poissons, c'est-à-dire que l'utilisation de ces ressources marines, mais qu'on peut aussi considérer comme du vivant, qui a le droit d'être et qui nous rend de bien nombreux services, hein, à commencer par de la nourriture gratuite qu'on n'a qu'à aller chercher, on a besoin de la produire. Il n'y a pas d'acteurs tellement mobilisés. Non. Et donc, c'est vrai que ce milieu-là, c'est un des milieux qu'on connaît le moins et dont on se sent peut-être le moins proche, encore plus quand on vit dans les grandes métropoles, si on n'est pas tout près de la mer, des océans. Non seulement il est très méconnu du monde scientifique, vous me direz, mais je pense qu'on connaît 1%, c'est ça, des océans profonds. Des océans profonds, mais c'est vrai qu'on a encore... la sensibilité à ce monde-là est encore plus difficile, non Oui, mais je pense que c'est tout le sujet qu'on a. Quand bien même, on peut être sensible devant un petit veau, ça ne nous empêche pas de le manger. Enfin, donc, alors notre sensibilité, je pense qu'elle est encore plus difficile d'établir un lien empathique avec un poisson, parce que ça ne nous parle pas énormément. Bon, mais après, on peut être sensible. Finalement, c'est une approche... c'est le milieu qu'on aime sain. Donc même si on a peur des requins, enfin individuellement j'ai hyper peur des requins, et pourtant je veux des requins dans l'océan. Vous voyez, donc je pense qu'il y a aussi une approche globale de la santé d'un écosystème. Je pense que les Italiens le voient et le ressentent encore plus fortement que nous, parce que nous, on a une côte atlantique qui est quand même en meilleure santé que la Méditerranée. Mais quand on va en Méditerranée en été, les Italiens, ils ont produit des guides, parce qu'il y a tellement de méduses du fait de la surpêche. On a tellement surexploité les poissons et les différents niveaux de la chaîne trophique des poissons, qu'en effet, ça laisse la place au gélatineux qui prend la place dans les écosystèmes. Et on voit, il y a des guides pour savoir par quelle méduse on s'est fait piquer, parce que c'est inévitable en fait. Donc on arrive dans cette eau surchauffée, parce qu'évidemment avec le changement climatique, plus les pollutions telluriques, plus les problèmes qu'ils ont en effet avec la mafia, la gestion des déchets, donc tous les sacs plastiques qui flottent sur la terre comme sur la mer, qui rentrent dans le milieu marin, etc. Et il n'y a plus de poissons, il n'y a plus rien de vivant, et ça fait des espèces de soupe d'algues. On se dit, oui, en effet, la fin du monde, elle est là. Enfin, elle est devant nous. On peut passer d'un milieu d'une richesse incroyable et en quelques décennies, tout démater. Et c'est ce qu'on a fait en Méditerranée. Et donc, on est dans ce scénario catastrophe sur les côtes italiennes. Pour moi, c'est le résultat, en effet, de cette pression des humains sur un milieu fermé qui n'arrive pas à s'en remettre. On voit, il n'y a plus... Enfin, une étude qui a montré qu'on a perdu 96 à 99,99% des requins. Alors, comment on peut l'évaluer ? Comment est-ce qu'on peut l'évaluer ? Parce que finalement, on en sait peu sur cette biodiversité-là. Donc, j'imagine qu'on en sait peu aussi en termes d'espèces, de quantité d'espèces. Est-ce qu'on est capable de dire ce que c'est que cette biodiversité aujourd'hui ? Oui, c'est une très bonne question. C'est évidemment beaucoup plus dur de compter des poissons qui bougent dans un milieu invisible, en gros, que des arbres qui sont là. Et pour les faire disparaître, c'est compliqué dans la nuit. Les poissons, ça bouge et c'est sous l'eau. Donc... mais on a quand même d'abord différentes méthodes sur lesquelles on met des marges d'incertitude, mais on a un travail qui est vraiment de l'anthropo. En fait, on va aller parler avec des gens qui ont la mémoire pour essayer de chiffrer et de documenter ce qu'on appelle le glissement de paradigme. Donc c'est le concept du shifting baseline qui est vraiment important. Je pense que si d'ailleurs il y a un truc à retenir de ce que je vais dire aujourd'hui, je pense que c'est le glissement de paradigme. Donc en anglais qui s'appelle Shifting Baseline, et il y a un très bon site internet qui s'appelle d'ailleurs Shifting Baseline, où on montre, et c'est le phénomène dont on est tous victimes, c'est la perte de mémoire. C'est qu'on ne se rend pas compte parce que le changement se produise à l'échelle d'une vie. On ne se rappelle plus, à moins que quelqu'un vienne nous dire « Madame, c'était comment quand vous étiez petite au bord de l'eau ?» Et là, vous dites « Mais c'est vrai qu'il y avait des poissons, mais c'est vrai qu'il restait des trucs. » Et on a oublié l'abondance qui était celle d'hier, finalement. Parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Si on arrivait dans notre maison de campagne et qu'on voyait partout des écureuils, des sangliers, au matin, au réveil, dessert, on serait complètement affolés. Tellement il y aurait de faune en fait, alors que cette interaction avec la faune, elle se faisait évidemment de façon courante avant. Et donc on s'est habitué progressivement à une perte de tout.
on s'est habitué à la prégnance de la pollution dans nos écosystèmes. Ouais. On s'est habitué à Pékin, ça leur paraît normal de mettre un masque. En fait, c'est tellement anormal de ne pas mettre de masque aujourd'hui, tellement c'est pollué. Je me souviens, une fois, pour mon expo, je suis arrivée à Pékin. Mon expo sur C'était quelle expo? C'était l'expo donc, mon suite expo à sur votre les livre. abysses. Ouais. Ouais. Donc c'était Abyss. Et je suis descendue donc, dans la rue et en fait, il y avait tellement... En fait, j'ai dit, mais il y a un feu. Donc, je parle un peu le chinois. Donc, je dis au chauffeur taxi, je dis, mais il y a un feu? Il me dit, non, il n'y a pas de feu. Mais c'est la pollution quotidienne qui est tellement épaisse. Non, mais c'est le représenter qu'on ne voit pas au bout de la rue. Mais donc, ce n'est pas la pollution comme quand on arrive à Los Angeles et qu'il y a le smog qui recouvre la ville. Là, c'est genre au niveau de la rue. C'est irréaliste, en fait. Et donc, on arrive à s'habituer même à ça. En fait, donc, nous, on arrive à Pékin, on est choqués. Quand on grandit à Pékin, au fur et à mesure, cette norme se déplace et on arrive au stade où, en effet, on achète un truc pour filtrer l'air dans son appartement, pour équiper les enfants avec des masques, pour si ça saute, parce que voilà, on s'est habitué à ce truc-là. Et c'est ça le shifting baseline. Et ça fait quoi à l'échelle individuelle? Qu'on glisse sur nos paradigmes, on glisse sur nos référentiels, et à l'échelle collective, ça fait une amnésie. Ça fait une amnésie collective de ce que le monde était et pourrait encore être. Et de ce qu'on accepte et qu'on ne devrait peut-être pas accepter. C'est exactement ce qui se passe avec notre insensibilité qui se développe sur les SDF et les migrants. C'est-à-dire qu'à force d'enjamber des familles qui dorment dans la rue, cette altérité-là, elle est tellement violente pour nous, en fait, elle nous démate dans notre économie individuelle et émotionnelle. Que du coup, on s'insensibilise. Et puis on voit bien que le truc poussé à l'extrême, ça donne l'Italie qui va jouer sur les peurs de l'autre. Enfin, on retombe dans le truc complètement médiéval. Et donc, c'est la même chose. On glisse sur nos paradigmes. Et on ne doit pas laisser faire ça. On ne doit pas non plus laisser le système nous insensibiliser simplement parce que le système n'est pas apte à répondre aux enjeux qui sont autant écologiques qu'humains. Et il ne faut plus jamais délier ces deux choses-là. Et ce shifting baseline, on l'évalue en matière d'océan auprès des pêcheurs surtout, c'est-à-dire c'est eux qui sont le plus en contact. On a toutes sortes de données. Quel type de population? On a des observateurs, on a les pêcheurs, on a les captures des pêches qui commençaient à être enregistrées quand même dès le 19e siècle. On a des séries de données avec les premières recherches. Donc on fait avec la donnée qu'on a. Donc évidemment, depuis que la recherche moderne existe, on a des données qui sont des évaluations quantifiées et normées, ce qui permet évidemment de comparer des choses comparables, mais en fait on a toutes sortes de jeux de données, on utilise ce qu'on a, mais c'est la même chose que dans une démarche historienne ou historiographique. En fait on prend la matière qui existe et on va chercher toute matière pour en faire de la recherche et essayer de quantifier cette dégradation. Alors précisément, vous, cette lutte contre l'amnésie environnementale, elle est vraiment au cœur de ce que vous faites au sein de Bloom. Alors, il y a quand même des bonnes nouvelles. Donc, je parlais tout à l'heure en préambule, 2016, c'est une victoire incroyable puisqu'elle a conduit à faire interdire le chalutage en eau profonde dans les eaux de l'Union européenne. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait exactement ce qu'est le chalutage en eau profonde, mais vous pourriez peut-être nous expliquer de façon concrète ce que c'est et quelles ont été les conséquences depuis 2016. C'est-à-dire, est-ce que c'est une victoire qui est assise, bien assise, ou est-ce qu'elle est en danger, elle aussi? Oui, alors on peut peut-être sonder la salle. Qui ne connaît pas le chalutage en eau profonde? Il y en a quand même, ça vaut le coup de... Bon, je vais vous le dire très rapidement. C'est de la pêche. Donc la pêche industrielle se fait très souvent avec des chalutiers, donc des bateaux de pêche qui ont des filets lestés qui raclent les fonds. Donc dans l'absolu, le chalutage, c'est quand même une idée un peu mauvaise, on ose le terme, en fait complètement anachronique aujourd'hui, mauvaise déjà quand c'est apparu, mais dès l'apparition du chalutage, au Moyen-Âge, les pêcheurs traditionnels se sont dit « mais ne faites pas ça, vous êtes fous furieux ». Et pourtant, évidemment, on n'arrête pas le progrès, entre guillemets, c'est-à-dire l'efficacité technologique du rendement. Donc, ça s'est déployé. Et c'est tellement efficace parce qu'on attrape tout et on fait le tri à bord du bateau. Donc, une gabegie, en fait, aujourd'hui, qui paraît complètement insensée. Et pourtant, ça reste le modèle de pêche dominant aujourd'hui en Europe et dans le monde. Et donc, le chalutage, à force de racler, à force d'attraper tout et n'importe quoi et de dévaster les écosystèmes marins, on a évidemment déchiqueté les fonds. Vraiment, il faut s'imaginer ces espaces tridimensionnels qui sont structurés par des organismes vivants, que ce soit des moules, des coraux, etc. Et les poissons, donc les populations de poissons ou d'invertébrés. Donc ça, on est allé très très loin dans la dévastation de tout ça. Et dans cette course, en fait, à attraper tous les poissons,
on arrive à un moment où il n'y en a plus assez pour que ça fasse sens avec des méthodes de pêche traditionnelles. Donc on doit aller plus loin, chercher de nouveaux poissons. On va de plus en plus profond, chercher de nouveaux poissons, et on attrape aussi de nouvelles espèces. Donc on fait entrer sur nos marchés des espèces nouvelles qu'on accepte parce qu'en fait un poisson à la fin, quand il est découpé en filets blancs, on s'en fiche un peu en vérité en tant que consommateur. Et du coup, il y a eu cette triple expansion des pêches au niveau mondial. On est allé plus loin, plus profond pour aller chercher des nouvelles espèces de poissons. Et on est allé dans les océans profonds. Et donc là, c'était le summum de l'absurdité de l'anthropocène, on peut dire, où on voit en effet l'homme qui déploie cette machine de guerre, cet énorme bateau industriel de 50 mètres qui envoie des kilomètres de câbles et des filets gigantesques qui raclent tout et qui vont déchiqueter là des animaux, des coraux qui sont multimillénaires, donc des coraux qui ont le record de longévité animale sur Terre. C'est combien d'années? C'est 4700 ans. Donc on est vraiment sur des coraux très très anciens qui sont dévastés en un clin d'œil en fait par notre technologie. Tout ça pour attraper des poissons qui sont assez maigres parce que dans les grandes profondeurs, jusqu'à 2000 mètres, on allait chercher des poissons. Il n'y a pas grand-chose à manger. Donc, ils sont avant tout, ils ont d'ailleurs une ergonomie. On voit bien que leur adaptation physiologique, ils ressemblent un peu, ils ont un peu des queues de serpent comme ça, parce qu'ils ne peuvent pas aller vite. Enfin, ils vivent dans un milieu où il y a peu à manger, il n'y a pas de nourriture, etc. Donc, c'est un métabolisme ralenti globalement. Et là, on arrive avec nos machines de guerre, on prend tout, on dévaste tout, on remonte ces poissons qui ont peu à manger, on les filette et on les met sur les étals des supermarchés. Tout ça sur fond de fonds publics, donc d'argent public qui est donné à ces entreprises de pêche, parce que sans argent public, sans subvention publique, ça marche pas. Ça n'existe. Non, mais c'est que ça n'existe même pas. C'est ça la beauté de notre monde. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un cas de figure où, sans l'argent public qui a permis de la construction de ces engins, de ces énormes bateaux industriels. Il y en a très peu d'ailleurs de ces bateaux. Ces bateaux de pêche profonde, il y en a 300 dans le monde. Sans l'argent public qui permet une surcapitalisation sur des engins de pêche qui sont complètement absurdes, il n'y a même pas l'outil de travail, il n'existe même pas. Et en plus, les opérations, parce qu'on paye, vous savez, le gasoil est détaxé pour les opérateurs. Donc, il y a une détaxe gasoil qui, en fait, génère un manque à gagner pour l'État. Donc, on leur paye aussi leur facture de gasoil. Alors, on leur paye des tas d'astuces, parce que je ne vous dis pas que dans le milieu de la pêche, les lobbies de la pêche industrielle savent vraiment faire un truc, c'est ciseler comme il faut, un petit programme de financement pour que l'Europe et l'État, les administrations, souvent complices, leur fassent un chèque en blanc pour aller détruire l'environnement. Et donc, on s'est battu contre ça. Donc, on a obtenu gain de cause. Mais en vérité, c'est vrai, tout le monde nous présente le truc comme une victoire. Ouais, vraiment une victoire. Mais en fait, nous, quand on a gagné, on s'est effondré en larmes. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, ça faisait 8 ans qu'on a sacrifié 8 ans de vie, mais un niveau que je ne peux même pas vous raconter parce que c'est indécent tellement on est allé loin dans la destruction de nos propres organismes. On est arrivé dans un tel état déchiqueté de fatigue. 8 ans de combat où on sacrifiait nos enfants, nos week-ends, nos vacances, nos soirées et les nuits. Parce que c'est pas juste des soirées de travailler jusqu'à minuit, c'est travailler jusqu'à 2h, 3h, 4h du mat. Épuisé. Et au bout de 8 ans, tout le monde est là genre « Ouais, vous êtes le plus fort !» On dit « Mais c'est quand même pas normal. C'est pas normal. » On a passé 8 ans pour obtenir ce truc-là qui est un miracle. En plus, c'est un miracle non reproductible. Que je sois claire, non reproductible, parce qu'on a fait ça à 3 nanas dans un bureau pourri, on était au bout de notre fatigue et tout, on l'a fait avec des collègues européens qui, eux, ont réussi quand même à mobiliser un peu aussi dans les autres pays. Nous, aujourd'hui, on n'a pas les moyens de recommencer ça. On essaye avec la pêche électrique, parce que maintenant, ils mettent de l'électricité sur les bateaux. Donc, parce qu'il n'y a plus de poissons, donc il faut bien les faire sortir du sédiment, parce qu'il n'y a plus moyen d'attraper les poissons. Donc, au lieu de convertir tous les engins de pêche, on est là dans ce truc qui est complètement destructeur. Et en fait, il faudrait recommencer. Donc pendant que nous, on se battait contre la pêche profonde, ils étaient en train d'inventer la pêche électrique. Ce qui est encore plus absurde dans le cas de la pêche électrique, c'est qu'elle est interdite par l'Union européenne. Elle était interdite. Elle était interdite, elle a été remise petit à petit. À cause du lobbying d'un État, c'est les Pays-Bas, donc c'est des pêcheurs industriels néerlandais qui ont des chalutiers, donc je vous décrivais, qui sont ultra destructeurs. Et comme il n'y a plus assez de poissons, ils dépensent quand même beaucoup de gasoil, vous imaginez, donc beaucoup d'argent pour racler là. Et donc il faut quand même avoir des poissons pour que l'opération vaille le coup. Quand il n'y a plus assez de poissons, ça ne vaut plus le coup. Donc ils sont en faillite. Donc quand ils sont en faillite, on a envie de dire, voilà, vous êtes arrivé au bout de votre modèle économique, vous voyez bien, ça ne marche plus. Vous avez épuisé les fonds publics, vous avez détruit l'environnement et vous avez détruit les poissons. Donc maintenant, fin de la partie quand même, on va penser conversion, on va penser méthode de pêche correcte, etc.
Non, non, c'est reparti pour un tour. Lobbying auprès de la Commission européenne des Pays-Bas, forcené entre eux. Et alors là, je ne peux même pas vous dire qui sont les lobbies. Parce que vous voyez, les industriels et l'État, c'est consanguin. Vous voyez, donc c'est l'État qui fait lobbying avec l'ambassade des Pays-Bas à Paris. C'est les Pays-Bas, c'est aussi la grande distribution, non, j'imagine. La grande distribution, ça dépend. En l'occurrence, là, non. Sur la pêche électrique, pas du tout, non. Donc là, c'est les Pays-Bas, c'est les pêcheurs, néerlandais qui disent d'ailleurs que c'est une pêche écologique. Hein. Oui, bien sûr. De toute façon, la bataille, c'est comme fumer, c'est bon pour la santé. Hein. Dans les années 50, on vous disait ça. Hein. Puis on vous disait après, à partir du moment où il y avait une corrélation entre le tabagisme et les cancers du poumon, ils vous disaient non, c'est parce que vous avez du plomb dans vos peintures domestiques, changer de peinture, enfin, créer le doute et dire n'importe quoi, c'est un business. Enfin, d'ailleurs, il y a des agences qui font ça, qui sont rémunérées. Il paraît que d'ailleurs, les industriels sont en train d'étudier toutes nos campagnes parce qu'on est en train de sortir un gros truc sur les subventions. Et il paraît qu'ils sont en train d'étudier nos campagnes pour utiliser nos méthodes pour pouvoir nous fermer le clapet, quoi. Mais on se battra avec vous, d'ailleurs, j'espère. Parce que vous disiez que vous étiez écroulé en larmes et que épuisé après ces 8 ans de lutte. Là, il y a cette lutte sur la pêche électrique. Là, vous en êtes où? Et est-ce que vous êtes aussi seul que ça à l'échelle européenne? C'est-à-dire, il y a Bloom qui lutte contre et c'est tout, ou c'est en fait, le truc, Bloom c'est avec une partie des populations, puisque vous êtes appuyé quand même beaucoup aussi sur les sociétés civiles. Mais oui, en fait, c'est ça le drame. Je vais vous déprimer, hein. Je vous préviens. Hein. Je vais vous enfoncer le moral, mais il y a des solutions, ça s'appelle l'action quand même. Hein. Ouais. Mais je pense vraiment, du coup, j'ai une connaissance, je pense maintenant, je peux parler avec légitimité des institutions que je pratique au quotidien. Non, on n'est pas seul. On a avec nous l'opinion publique. C'est-à-dire vous, nous, quoi. Enfin, les gens normaux. Toutes les opinions publiques, par exemple, les Néerlandais aussi, sont derrière. Même les Néerlandais, en fait, ils ont beau être travaillés comme ça par les lobbies à l'intérieur de leurs médias. Les citoyens qui sont un tout petit peu câblés, évidemment, ils se disent ça marche pas trop leur truc. Donc, on a l'opinion publique. C'est-à-dire, on a les gens avec nous, les vraies personnes qui pensent que non, c'est pas une bonne façon de faire, que ça va bien d'utiliser l'argent, la richesse de notre travail et des secteurs de l'économie qui produisent des richesses pour faire n'importe quoi et détruire l'environnement. On a avec nous les pêcheurs artisans. Donc les pêcheurs, parce qu'en plus, il faut imaginer qu'un pêcheur artisan français de Boulogne ou de Dunkerque ou de voilà, ces gens-là, ils ont des petits bateaux, ils ont une entreprise familiale, c'est un homme, une femme, des enfants, ils font vivre ça, fois X7, fois des centaines de familles. Ces types-là, ils ont des pratiques de pêche propres. C'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, ils mettent des filets, au lieu d'avoir ces énormes filets tirés, là, les chaluts, ils ont des filets fixes qu'ils relèvent. Ils ont du coup 6% de rejet. Ils rejettent 6%. Ça vous paraît beaucoup, c'est rien. Les chalutiers néerlandais, ils rejettent 70% du contenu de leur filet. Donc on a, à côté des chalutiers industriels, on a des types... C'est de l'artisanat, là, pour le coup. Vraiment des artisans qui ont leur filet de pêche, qui font de la pêche propre, qui capturent 6 fois plus de poissons pour 1 litre de gasoil consommé que les chalutiers industriels néerlandais. Ces types-là sont en train de faire faillite. Mais au jour le jour. Ces types-là viennent avec nous au Parlement. Au Parlement, on a gagné. On a gagné un vote au Parlement en janvier 2018, littéralement en travaillant nuit et jour. Donc pendant 3 semaines, j'ai dormi 2 à 3 heures par nuit. Je ne vous dis pas dans quel état j'ai terminé mon équipe. Il y a un type qui a filmé, qui nous a filmé, qui dit « Je vais filmer votre aventure, c'est trop dingue et tout ». Mais il allait se coucher au bout d'un moment. Il était genre là, ça va pas le faire, quoi. Il n'a pas tenu sur juste une semaine. Nous, on a tenu ce rythme-là. J'ai un collègue, il est rentré chez lui au bout de 3 semaines pour se laver et changer de fringue quand même, parce que je lui lavais ses vêtements. Mais il n'a pas pu quitter mon appart. C'était le QG, on nous apportait à manger. Mon mari nous faisait à manger, il était à manger. Le délire, on ne se représente pas ça. C'est la guerre, on fait le siège, on gagne, truc de fou, avec les pêcheurs artisans. La veille, donc imaginez que ces pêcheurs artisans payent une cotisation pour leur comité des pêches, qui est supposé porter leur voix, porter leur préoccupations, leurs intérêts, défendre leurs intérêts. Et alors, leurs intérêts, en plus, en l'occurrence, très nets face au lobby industriel néerlandais. Le comité des pêches va dans les médias dire on est contre la pêche électrique, comme Macron, on est contre et tout. Et puis par derrière, ils écrivent aux députés français la veille du vote au Parlement européen pour dire votez pour la pêche électrique. Donc vous imaginez cette trahison. C'est ce truc-là qu'on vit. Alors, est-ce qu'on est seul? Ouais, en fait, on est hyper seul. Parce que ceux qui sont supposés représenter nos intérêts, nous, collectifs, l'intérêt général, nous trahissent en permanence. Pas tous.
faut pas vous tous les mettre dans le même quand bain. vous dites ceux qui sont, c'est-à-dire Mais ça peut être tous, ça peut être nos élus, enfin, les élus européens. Mais les élus européens. Alors, sauf qu'il faut bien, on va pas mettre tout le monde dans le même sac parce qu'on a aussi des élus nommément. Il y a eu Yannick Jadot de Europe Écologie et Younous Omarjee de la France Insoumise qui se sont vraiment mobilisés avec nous. C'est grâce à eux qu'on a aussi gagné le vote. Et pas que plein d'élus qui vont pas vous parler plus que ça, mais dans différents pays européens, parce que n'oublions pas qu'il y a quand même 28 pays, donc quand on fait campagne, il faut quand même juste se démultiplier, quoi. Donc on a quand même gagné un vote. Mais un vote parce que ceux qui n'ont pas le choix, par exemple les élus de droite français, auxquels on n'a pas laissé le choix, parce qu'on a créé un espace médiatique. L'opinion publique est avec nous. Ils se disent, bon, à quelques mois des élections européennes, il ne serait pas de bon ton que je vote, alors que le vote va être public, il ne serait pas de bon ton que je vote contre l'interdiction de la pêche électrique quand même. Donc ils votent pour. Mais par derrière, ils dézinguent tout notre travail. Donc c'est exactement ça. Et ce truc-là, ça ne se raconte pas parce qu'il n'y a pas de traces. C'est un crime sans trace, en permanence. Et donc on se bat contre des machines ultra puissantes, ultra connectées, qui en permanence passent et ne sont pas, donc les bons dans la partie ne sont pas majoritaires. C'est pour ça que moi je m'engage politiquement maintenant pour défragmenter ce truc-là, parce qu'on n'a plus d'offre en fait qui soit valable entre Macron et Mélenchon. Il y a un espace vide qui est occupé par tous. Quand vous parlez de guerre, c'est un mot super violent et c'est effectivement une guerre qu'on observe. Je pense qu'on pourrait prendre la pêche, mais le décliner à tous les autres sujets. Nicolas Hulot l'a dit. Enfin, voilà, maintenant le truc est dans l'espace public, quoi. Où est-ce que vous estimez que vous êtes aujourd'hui ou qu'on peut être aujourd'hui le plus efficace? Parce que Hulot, justement, une des justifications de sa démission, c'était de dire finalement non, faire partie du pouvoir, essayer d'agir au sein de ce type de gouvernement-là, ça ne marche pas. Je suis plus opérant à l'extérieur en contre-pouvoir. Vous, c'est ce que vous êtes un contre-pouvoir. Pour vous, est-ce que c'est aujourd'hui suffisamment efficace ou est-ce qu'il faut envisager un autre palier, c'est-à-dire de prendre le pouvoir, mais pas au sein d'une alliance comme Hulot a pu le faire avec Emmanuel Macron? Vous en êtes où En fait... De toute façon, vous avez mis le mot palier, mais le palier, c'est l'histoire de notre conscience, je trouve. En fait, on marche par palier. Moi, j'ai marché par palier, c'est-à-dire que pendant longtemps, je me suis dit que... Vous étiez journaliste déjà avant. Ouais, j'étais journaliste, je me disais, on va informer le monde et ça va changer le monde. Bon, non. Alors, je vais m'engager en étant à l'extérieur du pouvoir parce que je reste pure, j'appartiens à personne. On m'a proposé 45 000 fois de faire... J'ai toujours dit non à la politique. Donc, parce que justement, je veux cette radicalité. Les chiffres, c'est les chiffres. Vous n'allez pas me dire qu'ils rejettent moins. Non, ils rejettent 70%, ce n'est pas une bonne idée, etc. Donc, en restant à l'extérieur. Et en fait, quand le système est grippé de l'intérieur et qu'à côté de ça, il y a le GIEC qui nous dit, alors pour ceux qui avaient oublié, mais maintenant, on est en mode compte à rebours. Vous avez jusqu'à 2030 pour faire les changements systémiques, structurels. Sinon, c'est mort. Sinon, c'est pas la catastrophe, c'est l'apocalypse. Donc voilà, j'ai fait une table ronde avec Jean Jouzel pour le Festival du Monde et en coulisses, il me disait on ne sait plus comment s'adresser au pouvoir public, on ne sait plus quoi dire. Nous, les climatologues, on ne sait plus quoi dire. C'est dingue quand même. Donc on se dit ok, donc là, en fait, il ne s'agit plus de rien d'autre que de saisir l'urgence, qui est non seulement planétaire, parce qu'en gros, c'est la fin du monde bientôt, mais c'est aussi la fin de la démocratie, parce que évidemment, sur la base de cette incurie des pouvoirs existants, mais on se fait siphonner tout notre espace démocratique par des populismes montants ultra bien structurés pour faire ça, pour aller voir les gens qui disent on est trahi, il y a de la corruption, mais à un niveau qu'on ne peut même pas dire publiquement. Alors, oui, il y en a, mais c'est pas pour ça qu'on devrait accepter ce niveau-là de corruption. Un exemple, c'est les Pays-Bas et la Commission européenne. Les Pays-Bas qui viennent voir la Commission européenne en 2006 en leur disant bon, nous, notre modèle, c'est mort, on ne gagne pas d'argent, on a beau détruire l'environnement, les poissons ne rentrent plus dans les filets. Il nous faut des électrodes. Alors, pardon. Et donc là, la Commission européenne qui dit ouais, mais bon, la pêche électrique, c'est interdit en Europe quand même. Ah ben, c'est pas grave, vous avez qu'à faire une petite exception. À votre bon cœur, quoi. Allez, au bon cœur de la Commission européenne qui, en catimini, sur un règlement... TAC et quota, donc un règlement quota de pêche, je peux vous dire que les États, en fin d'année, ils pensent que à leur quota, là. Donc, le règlement quota de pêche, il est épais comme ça. En annexe, bang, je te passe une petite exception à la pêche électrique. Et le tour est joué. Et on se retrouve avec la pêche électrique, ce qui est quand même un scandale absolu. Et voilà où on en est du niveau de la corruption. Alors, donc, on a une corruption morale qui est rampante. On a une pêche inacceptable, destructrice, au même titre que les explosifs, d'ailleurs, qui sont interdits dans le même règlement. Qui se retrouvent autorisés
Et à partir de ça, le truc, c'est le diable qui va se mettre à peu près dans tous les détails. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a autorisé un truc qui n'était pas autorisé, qui était destructeur, et bien après, on a le droit d'aller réclamer des subventions publiques. Donc, on siphonne des millions d'euros. Donc, l'argent qui aurait pu servir justement à convertir ces méthodes de pêche, à changer le modèle économique de ces flottes de pêche destructrices, non, on s'entête, on s'enferre et on leur envoie des millions d'euros qui empêchent non seulement, qui continuent à alimenter cette destruction de l'environnement et qui empêchent la conversion. Et qui, au passage, fait des énormes dégâts sociaux parce que ceux qui trinquent, bon, au-delà des écosystèmes marins, ce sont les pêcheurs artisans. Donc voilà, alors maintenant on est dans ce truc-là, on pourrait dire, bon, donc ça y est, on a compris la pêche électrique, il fallait une ONG s'est mobilisée, c'est nous avec d'autres, en Europe, maintenant, les pêcheurs et tout, vous avez compris. Non, on continue. C'est-à-dire que Macron s'est affiché contre la pêche électrique. Tout le monde a dit voilà. Et alors, comme on n'écoute que les discours de Macron sans regarder les actes, nous, on a dit ben voilà, que se passe-t-il ? Qu'est-ce que la France a fait pour gagner l'interdiction de la pêche électrique ? Rien. Donc nous, on parle aux 27 autres États membres que la France, et on parle en effet à la Pologne, à l'Italie, à l'Allemagne, à tous, sauf en fait pas 27 parce qu'on ne parle pas aux Pays-Bas. Pour être honnête, bon, ça, on n'est pas vraiment en accord, et ni reçu d'ailleurs. Mais donc on parle à tout le monde qui nous disent, bah, c'est marrant. Ah non, la France, on les a pas entendus. Alors ils ont dit qu'ils étaient contre, mais la logique politique de l'Europe, c'est partir avec son bâton de pèlerin et aller se battre politiquement, donc avec des forces diplomatiques, dans un conseil, le Conseil de l'Union européenne, qui est le lieu de la bataille politique, pour dire, voilà, je vais former une majorité qualifiée, il suffit que j'ai l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'affaire est pliée. C'est pas les Pays-Bas qui sont quand même un tout petit pays, et le nombre de votes qu'on a est proportionnel à la population. Ouais. Donc vous imaginez bien qu'on écrase les Pays-Bas si on veut. Alors, ils font d'un point de vue public pas que des super chouettes trucs, mais c'est un peuple, on n'a rien contre le peuple. Hein, quand j'entends les Pays-Bas, c'est pas assez au sens vraiment force diplomatique sur la pêche électrique. Enfin, je veux pas que ce soit sorti du contexte, hein. Mais on fait ce qu'on veut en fait, et on n'a rien fait. Donc on n'est que dans cette gestion de la politique, c'est la gestion de l'affichage. Je gère mon écosystème de perception par le grand public, qu'est-ce qui va me coûter, pas me coûter, je m'affiche là où il faut, et allez raconter, vous imaginez le temps qu'on a là en radio, expliquer comment ça fonctionne l'Europe, comment en effet Macron a dit qu'il allait faire quelque chose et il n'a rien fait, et donc on est en train de perdre, et donc la pêche électrique va passer. Voilà ce qui est en train de se passer au niveau européen, mais on n'a pas l'espace pour expliquer aux Français, oubliez les discours, regardez les actes. Donc on a mis une chronologie des actes de Macron sur l'écologie et la solidarité, parce qu'on ne veut pas dissocier, parce qu'on pense que si on continue à dissocier en silo la question de l'évasion fiscale et l'écologie, on n'aura jamais les moyens de payer la transition et d'avoir un monde qui est juste, solidaire, hein, qui permet de loger des SDF, et ça nous coûterait in fine moins cher de loger des SDF que de laisser des pans entiers de la société partir dans un vide psychique et matériel, quoi. Donc voilà, moi je reste toute la nuit, hein. C'est carrément mes sujets de passion, hein, je vous le dis. Finalement, ça c'est un discours très politique que vous tenez, et ça me fait penser. Donc on a eu 2 marches pour le climat en France, il n'y avait jamais eu des marches pour le climat qui avaient rencontré un tel succès, mais toutes les 2 se sont positionnées comme étant des marches apolitiques. C'est-à-dire en disant l'écologie, c'est tellement important, ça nous dépasse tellement tous que c'est hors des clivages. Est-ce que pour vous, ça, c'est un discours qui est tenable ? Est-ce que le climat, c'est comme toutes les questions, elles ne sont pas politiciennes, mais elles sont hautement politiques. Il n'y a pas plus politique que la décision publique et les politiques publiques. Donc dire ça, je pense que ça parle d'étiquette. Je pense que quand il dit ça, il parle d'étiquette politicienne. Mais c'était aussi la logique d'un Nicolas Hulot, de dire, d'accepter de travailler aux côtés d'un Jacques Chirac, puis d'un François Hollande, d'un Nicolas Sarkozy, d'un Emmanuel Macron. C'est de dire, voilà, l'écologie, ça les concerne tous, ça nous concerne tous, donc on est au-delà des partis. Est-ce que c'est tenable ou pas ? Ce que vous êtes en train de dire sur la pêche, à vous écouter, on se dit non. En fait, moi j'ai dépassé sur. Alors nous, on fait en tant qu'association, bien sûr, on parle avec tous les partis, on discute avec tous les partis. Alors pour être honnête, pas vraiment le FN, parce que ils viennent toujours récupérer les éléments de langage au dernier moment, juste pour apparaître. Et je déteste cette démarche-là d'opportunisme. Mais on travaille avec des partis différents. On a travaillé avec tous les partis. Alors, évidemment, on cherche encore, parmi les Républicains, quelqu'un qui porterait l'écologie. Alors, on ne l'a pas trouvé. Peut-être qu'on n'a pas eu de chance, mais ça fait quand même 13 ans qu'on cherche. Donc, voilà, moi, l'idée de dire
que les partis de droite sont capables de prendre la question de l'écologie et que, oui, j'entends, les gens, même ma grand-mère, et toi, me dit, mais ça ne devrait pas être politique, au sens politicien. Mais ça l'est. Ça l'est. Je veux dire, et il faudrait que ça ne le soit plus. Il faudrait en effet qu'il y ait une responsabilisation globale des citoyens et des entreprises pour dire, en fait, quand il y a péril fondamental au niveau du vivant, et quand il y a un péril démocratique en plus, qui vient quand même s'ajouter au péril fondamental, ça fait un peu beaucoup. Peut-être qu'il est temps de se responsabiliser, c'est-à-dire de prendre nos responsabilités fiscales déjà. Et ensuite de dire on va fixer un cap. Et le modèle de l'individualisme, qui est quand même intimement lié à l'ultralibéralisme, n'a plus lieu d'être. Il nous a menés à notre perte. Il est en train de nous mener à notre perte. Et donc ça, il faut le remettre en cause radicalement, à l'échelle individuelle. Parce qu'un modèle de réussite qui n'est basé que sur sa réussite individuelle, alors que le monde s'effondre autour de soi, je ne sais pas ce que ça vaut, cette réussite-là. J'ai interpellé le MEDEF, d'ailleurs, sur Facebook hier, parce que ça m'a chauffé les oreilles, mais en fait, je ne sais pas si vous avez suivi que donc, le MEDEF, l'homologue européen du MEDEF, s'appelle Business Europe, donc le MEDEF européen s'appelle Business Europe, et ils ont... En fait, leur stratégie sur le climat a fuité. Donc, ils ont leur note de travail, donc toute leur stratégie. Et leur stratégie, c'est d'accueillir, donc avoir des beaux éléments de langage pour accueillir avec faveur et même enthousiasme, je trouve ça enthousiasme, les objectifs contraignants de réduction des gaz à effet de serre. Et à côté de ça, la vraie stratégie, c'est de tout dézinguer. C'est-à-dire de faire en sorte que les objectifs ne soient pas contraignants. Donc, et ça... c'est immoral. Je ne sais pas, je ne trouve pas d'autres mots. Pour moi, ça, c'est immoral. Et donc, j'ai interpellé le MEDEF pour leur dire, mais votre business model à vous, les entreprises, quand vous enjambez des gens qui crèvent et que le monde va à sa perte, c'est quoi la réussite? Parce que moi, je ne suis pas de la même nature, quoi. Je ne comprends pas ça. Et vous ne le comprendrez pas longtemps, parce qu'on est parti dans une logique de ghettoisation dans ce cas. Et donc les super riches pourront peut-être en effet se mettre à l'abri. Oui, se protéger, ouais. Mais quelle faute morale. Mais on ne peut pas. Donc moi j'allais dire, là il faut vraiment un réveil. On va dire, ok, moi je veux bien qu'on dise, allez, on passe l'éponge sur tout, mais maintenant on fixe un cap. On fixe un cap de responsabilisation morale et fiscale pour aller vers de la justice sociale et écologique. Donc je pense en effet que la question est ultra politique. J'ai 44 ans, je suis hyper crevée, mais j'ai encore de l'énergie. Donc je me dis, je vais peut-être pas en avoir 100 ans. Hein, donc il faut qu'on change le monde maintenant. On a le compte à rebours, il est enclenché, c'est le GIEC qui nous l'a donné, c'est 2030. Donc c'est maintenant ou jamais. Donc on ne pourra pas dire, mais voilà, on ne peut pas dire aujourd'hui il est trop tard. Non, il n'est pas encore trop tard, mais on pourra bientôt dire il était trop tard. Il est trop tard. Et ça, il n'est pas question de l'accepter. En tout cas, moralement, je ne vais pas l'accepter. Et je vais pouvoir dire à ma môme ou à mes enfants, j'ai fait tout ce que je pouvais. On a essayé de se mettre à plusieurs, à plein, à nous les Français et les citoyens du monde, pour faire barrage à la montée des périls, qu'ils soient démocratiques ou environnementaux. Et alors là, concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Où est-ce que vous estimez que vous serez le plus efficace dans les mois qui viennent? Donc nous, on continue. Donc, Bloom, ouais, parce qu'on a une expertise, en fait, que personne d'autre n'a. Donc on a des chercheurs excellents. Et si nous, on n'était pas là, parce que la plupart de nos victoires, c'est des victoires qu'on ne peut même pas marketer, dans le sens où on empêche des tas de trucs moches de se produire. C'est pas une grande satisfaction, mais quand même, si on n'était pas là, comme plein d'assauts, si elle n'était pas là, ce serait encore pire. Donc ça, faut pas, évidemment, en attendant de changer tout le système. D'ailleurs, Bloom, c'est combien de personnes? Et on est 8 maintenant, ce qui est énorme. Enfin, moi, je trouve ça énorme. On arrive à faire des trucs complètement fous à échelle internationale à partir de 8, sachant qu'on avait réussi à... Enfin bon, bref, de toute façon, les ONG, c'est un sujet. Quand elles sont très grosses et deviennent très, très, très puissantes, il y a quand même... Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Donc moi, j'aime bien les petites ONG expertes et très focalisées sur un truc très clair. Et moi, j'ai énormément de respect pour Oxfam, par exemple. Si Oxfam n'était pas là, on n'aurait pas les chiffres de cette corruption, de l'évasion fiscale, de l'analyse des inégalités. Des inégalités. Puis le fait que voilà, les banques vont loger un tiers de leurs bénéfices dans des paradis fiscaux. Enfin, je veux dire, des banques françaises, c'est quand même juste ahurissant. Donc voilà, j'aime bien moi je suis très enfin, Dieu sait qu'il y en a, hein, donc je suis très proche de la plupart des ONG parce que c'est un énorme milieu et le milieu associatif est vraiment devenu indispensable. Enfin, mais je pense aussi, enfin nous on est en train de structurer un mouvement
Donc c'est pas officiel, mais c'est passé dans le monde, donc c'est fluidité entre mais on essaie de structurer un mouvement purement citoyen qui sera pas une écurie d'élus, avec autour de Raphaël Glucksmann, qui a dit voilà, on est tous orphelins en fait, on se sent pas représentés. Et ça m'a parlé parce que j'adore les Verts. Enfin, je vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les Verts, sur les actes des Verts, leur vote, c'est nickel. Une grande partie, Younous Omarjee, qui est le député France Insoumise du Parlement, sur un paquet de ses votes, c'est nickel. Jadot aussi, non? Oui, moi, je le mettais dans les Verts. Ouais, Europe Écologie Les Verts. Et sont des vrais alliés. Le problème, c'est que leur maison ne rassemble plus assez. Elles n'ont pas, et voilà, et pour des tas de raisons, je suis pas politologue et je veux pas rentrer là-dedans, mais les Verts, ils évoquent des choses qui vont, je sais pas quoi. Alors moi je me suis dit tiens, pendant un an j'ai essayé de dire aux gens mais votez selon les actes, regardez les actes. Les Verts c'est propre, la France Insoumise c'est propre et tout, mais les gens disent ah non, la France Insoumise c'est Mélenchon, il est fou, et les Verts c'est des coupeurs de texte. Enfin, vous voyez, les gens ils ont quand même des segmentations, et j'ai essayé. Et pourtant, les Verts, c'est vraiment bien. Enfin, ce qu'ils font, c'est bien, mais ils n'arrivent pas à appeler à un grand rassemblement, à ce qu'il faut, quoi, face au péril. Donc, je pense qu'il faut qu'on se mette, nous, citoyens, dans un mouvement politique, mais qu'on ose dire c'est politique, mais qu'on le fasse nous, et que tous viennent s'ils veulent après, mais que nous, on dise ce qu'on veut, que nous, on fixe le cap, que nous, on dise il y a l'urgence. Et on n'a pas envie de laisser le monde partir à volo tel qu'on le connaît, juste parce qu'on ne s'est pas mobilisé. Et je peux vous dire, je vous garantis, que mes journées et mes nuits étaient déjà hyper pleines. Là, elles vont l'être encore plus. Non, mais elles le sont. Je peux pas faire plus. Sans vous, on pourra pas faire plus. On a besoin de tous s'y mettre. C'est vraiment un truc, il faut qu'on soit dans le collectif, quoi. C'est le moment ou jamais. Parce que si on rate ça, mais il nous restera que nos yeux pour pleurer, quoi. Et ça, pour moi, c'est pas une option. Voilà. Alors, quand vous parlez de ce... Oui. En plus, c'est très chaud, là. Quand vous parlez de ce mouvement, l'objectif, c'est les élections européennes, déjà, puisque c'est la prochaine échéance. Oui, alors, on verra qui veut y aller, qui veut pas y aller. Moi, je veux pas y aller, par exemple, c'est hyper clair. Donc, je reste bénévole pour ce mouvement, je veux le structurer, je veux qu'on y aille tous, je veux qu'on soit nombreux et tout, mais l'idée, évidemment, c'est d'exister dans le périmètre européen, parce que l'échelle doit aussi être européenne. Ça n'empêche pas la France de faire des tas de choses, hein. Faisons les changements, montrons qu'on peut mettre en œuvre les solutions qui existent déjà, hein, et que c'est pas pour ça qu'on s'appauvrit. C'est pas pour l'éleveur de lait. J'étais au téléphone avec un éleveur de lait juste avant. C'est un type qui était littéralement au bord du suicide tellement il était endetté. Il produisait à perte son lait. Non mais quel délire, non? Et il s'est dit, vous savez comment c'est? Il y a une espèce de rudesse paysanne. Le type se dit, sans chichi, il me dit, je me suis dit que la meilleure option, c'était de me suicider. Et on dit, non. Et donc, heureusement, le sursaut, il se dit, non, c'est quoi mon problème? C'est qu'en fait, je produis un lait qui est acheté à vil prix parce qu'on est dans des contrats infâmes. Si je transforme mon lait moi-même, ce que je ne peux pas faire tout seul, il faut que je me mette avec d'autres éleveurs, je peux récupérer, du coup, la marge. La marge qui est faite, parce que le problème, c'est comment on distribue la richesse sur la chaîne. Ce qui est quand même juste absolument aberrant. Et donc, ils sont mis à transformer leurs produits eux-mêmes. Ils ont fait leur yaourt, leur crème, etc. Et du coup, ils s'en sortent. Ils sont mis à plusieurs éleveurs. Donc, ça a cassé les silos de la fabrication, évidemment, de richesse. Hein. C'est-à-dire que la chaîne de richesse a été repensée. Mais sauf que maintenant, les producteurs peuvent vivre. Donc, non seulement ils sont plus au bord du gouffre, mais en plus, ils arrivent à en vivre dignement. C'est cette transformation-là qu'il faut faire sur chaque sujet. Et ne pas laisser... Parce qu'il y a un acteur dominant sur l'élevage bovin, parce qu'il y a un acteur dominant sur la collecte du lait, parce qu'il y a un acteur dominant, laisser cet acteur dominant assécher notre humanité, notre environnement. On ne peut pas faire ça. Et donc, on est allé au bout de ce système-là, et on attendait justement d'un président de la République qui se présentait nanana, là, ni droite, alors, ni champion de la Terre. Non, champion de la Terre, ça c'était la pire journée de 2018. Vraiment. Ça, c'était vraiment pas possible. Il faut vraiment qu'il ait réussi sa com à l'étranger pour qu'on arrive à ce niveau-là d'enfumage. Les discours devant les Nations Unies sont toujours efficaces. Du discours. Évidemment, on ne juge que les discours. Alors, tant qu'on juge les discours, voilà. Mais il faut juger les actes. Et donc, je me dis, voilà, ce qu'on doit faire, notre enjeu maintenant, c'est que tous, avec des expériences de l'associatif, du terrain, de ceux qui savent sur toutes les causes, et toutes les causes sont bonnes, que ce soit l'éducation, la petite enfance, la pédophilie, il y a tout à faire. Il y a des trucs qui rongent notre société profondément.
Et qu'est-ce qu'on a alors du coup? On a au cœur de tout ça la corruption et l'évasion fiscale qui retirent l'argent qu'on pourrait utiliser pour mieux payer les infirmières, pour avoir un service hospitalier qui soit digne de ce nom. Mais moi, l'autre jour, après le vote au Parlement, j'ai fini à l'hosto. Et parce que il faut se représenter le niveau de fatigue, c'est un délire. Donc je suis arrivée, je n'arrivais plus à marcher, donc ils m'ont amenée en ambulance à l'hosto. Et là, j'ai vu la tronche de l'interne et je lui ai dit, en fait, on devrait peut-être changer de place presque là, quoi. Et il m'a dit, je crois que je suis pas loin d'être comme vous. Alors moi, j'avais 7 de tension. Il m'a dit, je pense que je suis pas beaucoup plus, quoi. Mais j'ai voyé leur tête. J'ai dit, mais vous êtes une cause à part entière, vous. Mais c'est pas possible. Mais il faut qui s'occupe de vous. Enfin, donc, je me suis dit, mais il y a tout à faire. Et donc, à un moment donné, on ne peut pas nous retirer notre sens, notre dignité, alors qu'on a tant de richesses. C'est pas possible. C'est plus possible. Et vous pensez que la société française est prête à ça? Parce qu'on parle souvent d'insensibilité écologique chez les Français, en comparant aux pays du Nord. C'est-à-dire pas assez de gens qui se mobilisent finalement. Il y a des mobilisations ponctuelles sur des campagnes ponctuelles. En fait, je ne sais pas ce qu'on appelle mobilisation, parce que moi, je trouve que c'est une très mauvaise idée de penser qu'on va compter la mobilisation des Français en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans la rue pour une manif. Parce que franchement, c'est bien faire une manif une fois, mais vu les semaines qu'on a, si le samedi on pouvait rester avec nos mômes, ça nous ferait du bien aussi, quoi. Donc, on le fait une fois, bon, la deuxième fois il pleut, ça va, quoi. Enfin, donc je pense que c'est pas ça la mobilisation au XXIe siècle. La mobilisation, c'est de dire, oui, on doit se politiser, au sens où il faut que nous, les citoyens, on a un mouvement qui soit décorrélé du politique, au sens où on est politique, et on aura peut-être des élus, ceux qui veulent y aller iront, mais ils n'auront plus le droit de décider à l'intérieur de notre mouvement de quoi que ce soit. Parce qu'on ne va pas devenir un mouvement qui va gérer la carrière des élus avec... Regardez les partis, sur le papier, leurs votes sont bons. Certains, hein, pas tous évidemment, leurs votes sont bons, mais quand on arrive près de leur organe politique, tout le monde se bouffe le nez, c'est des discussions interminables, ils oublient du coup de penser. Mais un mouvement doit penser, doit faire remonter toutes les solutions, non seulement des solutions idéales, non, des trucs qui marchent. Des trucs qui marchent. L'administration, regardez, donc Joe Spiegel, qui fait partie de cette consultation citoyenne de nous tous, là, et j'espère que vous serez tous à la fin en train de me dire « je veux en être ». Eh bien, Joe Spiegel, lui, il a mis en marche la démocratie participative au sein de son village à Kingersheim. Et donc, un village qui était à droite, avec beaucoup de FN et tout, eh bien, il a réussi parce qu'il met les citoyens au travail pour avoir voix au chapitre sur la gestion des budgets, sur l'arbitrage de quel projet. On construit notre vie ensemble. Ouais. Et nous, en fait, vous avez vu, alors il y a un truc à regarder vachement plus intéressant que moi, c'est Yann Algan. Vous connaissez Yann Algan? Alors il y a un truc génial à regarder. Il y a la version courte et la version longue. Donc, je vous donne la version courte. Yann Algan, qui est économiste et qui est doyen de la chaire Affaires publiques de Sciences Po. Lui, il a écrit un bouquin qui s'appelle La société de défiance. Donc il y a une version courte d'une audition, enfin c'est pas une audition, il y a une version courte d'une conférence qu'il a faite qui s'appelle Comment construire une société de confiance, qui est absolument remarquable, et une autre conférence, et là qui est beaucoup plus longue, il a été auditionné par les États généraux du Parti socialiste. La vidéo dure 1h30, je vous dis pas, mais c'est que du bonheur de bon sens quantifié. Il nous donne la feuille de route, Yann Algan. Il nous dit voilà, notre société française souffre d'un mal, un mal chronique qui s'appelle la défiance. Et on est champion dans les pays de l'OCDE quasiment sur la défiance. C'est pas que la France, parce que la défiance, on la voit augmenter partout, dans toutes les démocraties. Elle augmente partout, mais vraiment, nous, on est hyper champions. On est champions parce qu'on a aussi des corps constitués qui gouvernent le pays. Et donc, il y a une espèce de côté ancien régime où on pense que quelques personnes ultra cultivées peuvent décider pour l'ensemble que nous sommes. Et de verticalité. Et une verticalité qu'on va retrouver du coup dans l'entreprise et tout. Et donc, on se défie de tout le monde, en gros. Et nous, les champions, on se défie de nos voisins, on se défie de notre boss, on se défie des élus, etc. C'est quand même complètement dingue. Et en fait, il montre, lui, que quand on est dans une société de défiance, les impacts socio-économiques sont négatifs. Alors que quand les gens se font confiance, évidemment, ça a des retombées économiques qui sont positives. Donc, on a tout intérêt, ne serait-ce que par économie personnelle. La confiance, c'est quand même plus cool, juste comme régime individuel. Quand on est dans la confiance, on vit quand même déjà mieux. Oui. Et en fait, donc, ça veut dire transparence, ça veut dire des structures de concertation qui sont plus ouvertes. Et donc, ne serait-ce que la transparence, ça crée de la confiance. Et donc, nous, quand ça fait... Imaginez, ça fait 3 ans qu'on se bat contre l'administration française juste pour récupérer les données de subventions publiques données au secteur de la pêche. Mais 3 ans que l'administration est récalcitrante. Et nous trouve tous les prétextes possibles et imaginables pour ne pas livrer les fichiers. Mais c'est quand même dingue.
on parle de notre argent, là. Mais donc, donc, à un moment donné, vous voyez, ça, c'est des exercices, en fait, et chacun là, au niveau individuel, ça crée de la colère et de la défiance. Et c'est pas normal. Donc, ça, en fait, l'ensemble, je peux le prendre... Tout est allé trop loin. Là, on est au point de rupture. C'est pour ça que, tant pis pour le confort, il faut y aller, quoi. Alors, on va peut-être passer à quelques questions, parce que je vois que l'heure tourne. Il est... Madame ? Oui, bonjour, Régine Fernandez à Paris. Je vous ai entendu déjà plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il faudrait pour nous organiser, pour qu'on s'organise ? Parce que j'ai lu récemment un bouquin qui est fait par une journaliste sur tous les lobbies. Ah oui. Elle a détricoté... Oui, Stéphane Aurel. Oui, Stéphane Aurel. Oui, voilà, c'est ça. Mais est-ce que... Parce que ça, c'est partout, que ce soit les lobbies du commerce, que ce soit les lobbies à l'Europe, que ce soit tous ces mécanismes par lesquels ils nous entubent. En fait, c'est ça. Il faudrait vraiment que ce soit beaucoup plus précis chez nous et qu'on sache détricoter tout ça. Comment est-ce qu'on pourrait s'organiser pratiquement ? Parce que maintenant, on en est là, c'est ça. Comment est-ce qu'on pourrait s'organiser pour que tout ça rentre dans la tête de nous tous et qu'on ne puisse plus faire avec ? En fait, c'est cette force-là qu'il faudrait trouver. Alors, ça, c'est une question. Samedi matin, Delphine Bateau, vous savez, une élue des Deux-Sèvres, je crois. Ouais. En tout cas, je la vois à la gare de Poitiers, donc je ne connais pas sa circonscription. Mais elle est vraiment... la lutte des lobbies, contre les lobbies, elle connaît par cœur, c'est vraiment son cheval de bataille. Et elle a organisé une table ronde sur les lobbies samedi matin à l'Assemblée, à laquelle j'ai participé. Et en fait, on est quand même tous tombés d'accord. Sur il y a des problèmes... Il y a des tas de problèmes, les lobbies, leur façon de faire. C'est-à-dire qu'on a la fédération d'intérêts, avec une représentation corporatiste, c'est vieux comme la nuit des temps. Donc, et il ne faut pas l'empêcher, puisque de fait, les lobbies peuvent exister, puisqu'ils représentent, je ne sais pas quoi, les commerçants de Haute-Savoie. Il n'y a rien de mal à ça, vous voyez. Et c'est un lobby au sens, bien sûr, qui représente des intérêts. Le problème, c'est quand même dans l'exercice politique. Parce que quand on regarde le code de déontologie des parlementaires, par exemple, il est écrit noir sur blanc qu'on est là pour représenter l'intérêt général. Donc si en fait si on appliquait notre mandat avec honnêteté, probité, mais on n'aurait pas ce problème d'accepter que les lobbies en fait entrent dans la machine législative pour faire sur mesure la réglementation dont ils ont besoin pour faire un profit maximal qui les intéresse eux, au détriment de la santé, etc. Vous avez vu le scandale du chlordécone ? Quand même, c'est dingue, parce qu'on avait un produit rejeté, reconnu comme nocif, etc., qui a été autorisé après son interdiction ailleurs. Enfin, on se dit, mais c'est carrément cynique, c'est morbide, quoi. Donc, c'est ça qui va très loin. Donc, découpler, bien sûr qu'au niveau législatif, réglementaire, on peut faire des choses pour découpler les liens entre les lobbies et les parlementaires. Parce qu'un parlementaire, par exemple, a le droit à recevoir des cadeaux. Il faut juste qu'il les déclare. Ce qui n'est pas normal. On a le droit d'être invité à un voyage, ce qui n'est pas normal non plus quand le lobby... Alors, prenons le lobby bancaire. Le lobby de la finance au niveau européen, ils invitent les membres de la Commission européenne à partir en séminaire pour réfléchir à la finance. Alors, ils les invitent aux Fermes de Marie, qui est genre l'hôtel le plus cher de France à Megève, avec femmes et enfants, parce que pour une semaine de ski. Mais bon, ils vont passer 2 heures à discuter. Alors, je caricature, mais je pense qu'on n'est pas loin de la réalité. Ils vont discuter 2 heures le matin, boulot, quoi, histoire de leur faire passer leur programme. Ça, c'est inacceptable. Donc, évidemment qu'il y a des pratiques, donc transparence déjà, à mettre en place. Une transparence, pour le coup, à mon avis, dans les affaires publiques, qui doit être radicale, avec l'agenda de tous les cabinets, que ce soit au niveau ministériel ou au niveau des membres du cabinet. Ça doit être absolument transparent, comme d'ailleurs la Commission européenne. Les commissaires européens maintenant doivent mettre leur agenda, donc on sait qui ils voient. Les membres du cabinet, ça nous aiderait aussi, parce que c'est là que... Mais après, une fois qu'on aura rendu ça transparent, ils passeront par téléphone. Enfin, je veux dire, faut pas se leurrer. Ça continuera. Là, on a par exemple une secrétaire d'État, Emmanuelle Vargon, qui a eu tout un parcours dans la fonction publique et dans la fonction privée. Voilà, ça c'est le pantouflage. Donc c'est toujours ce truc de revolving doors, comme on dit en anglais, où on va passer de la fonction publique au privé, puis du privé au public, etc. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas des périodes de carence à imaginer ou des commissions de déontologie, même quand on arrive du privé vers le public? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir des commissions de déontologie qui regardent un peu d'où on vient, pourquoi on vient, s'il n'y a pas un conflit d'intérêts? On peut imaginer des tas, enfin l'outillage réglementaire qu'on peut imaginer pour rendre le truc une usine à gaz. Oui, on peut, il faut. Après, est-ce qu'on ne va pas rendre le truc à la fin, si on avait des parlementaires ou un personnel politique si on avait réhabilité la notion d'honnêteté,
Mais on n'aurait même pas besoin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on était en majorité, en étant élus, si nous, disons, on est tous honnêtes, imaginons qu'on soit tous parfaitement honnêtes. D'ailleurs, si vous êtes là, c'est qu'a priori vous vous intéressez à des problèmes qui dépassent votre seule personne. Donc, imaginons qu'on soit tous honnêtes. Nous tous, avec de l'honnêteté, on arrive pour voter des choses qui ne sont pas dictées par des lobbies, mais qui représentent le long terme et l'intérêt général. Même si les institutions sont mauvaises, il n'y a pas de problème, puisqu'on a le vote majoritaire. Donc, il y a un problème d'exercice. Moi, il me semble que ce truc des valeurs... Et de contrôle. Oui, mais en fait, le contrôle, il est... Parce qu'on ne peut pas miser uniquement sur l'honnêteté ou la moralité. Ouais, alors ça, c'est un truc très bien. Le contrôle, c'est une question. Alors, c'est assez fondamental, parce qu'en fait, ce code de déontologie, il est génial. Tous les codes... Alors, si vous voulez vous faire plaisir, vous lisez les codes de déontologie. Vous allez sur le site du Parlement européen ou le site de l'Assemblée, vous lisez les codes de déontologie, ça file la pêche. Parce qu'on se dit, en fait, ils ont pensé, hein. Et ce qu'ils ont pensé, c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment ce qu'on aurait envie d'avoir comme parlementaire. Il suffirait que le code de déontologie, si pas appliqué, soit sanctionné et qu'il y ait sanction. Et il n'y a aucune sanction. Et la loi Sapin 2, sur laquelle j'ai bossé, pour le coup, là aussi, nuit et jour, pour rien, 0 amendement passé, eh bien, on a imaginé tout ce que je viens de vous dire, en fait, la réglementation parfaite pour encadrer le lobby. On l'a imaginé, tout s'est fait dézinguer. Donc on l'a fait à plusieurs, hein. On était CCFD, Oxfam, etc. On s'est fait dézinguer sur tous les sujets. Et donc je me disais, en fait, ce qu'il faudrait simplement, c'est que les quelques mesures, en effet, qui existent déjà, la commission de déontologie, le référent déontologique, etc., à l'intérieur de l'Assemblée, il faudrait que ce code soit sanctionné. Voilà. Mettons des sanctions. Alors le problème, c'est que comme ce sont les parlementaires qui votent leurs sanctions, là, il va falloir imaginer un autre mode de gouvernance, parce que vous vous souvenez que le vote sur la réduction des émoluments des parlementaires, ça a été le seul vote sur lequel ils étaient tous d'accord pour dire on ne va pas réduire notre salaire, quoi. Il y a peut-être une autre question. Oui, ici. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, j'avais une question, mais vous y avez partiellement répondu. Vous avez dit que c'est le moment d'agir à cause du péril climatique. Donc tous les scientifiques lancent un appel. Pourtant, les politiciens, eux, semblent incapables de prendre des mesures concrètes. Et malgré ça, il y a l'opinion publique qui est favorable à la sauvegarde de l'environnement. Et on voit qu'il y a dans le même temps des gens qui agissent, donc localement plutôt, à travers des initiatives, des associations, économiquement aussi. On a des AMAP, des épiceries bio, dans tous les domaines économiques. Et ce que je voulais vous demander, c'est qu'il me semble que ça reste quand même un peu trop faible pour tout changer, ces initiatives. Vous y avez répondu. Je pensais qu'il fallait... je voulais vous demander si justement vous vouliez structurer ces initiatives pour créer une émulation et voire même finalement prendre les choses en main. Et je voulais vous demander si vous pouviez détailler la structure de ce mouvement, ce que ça prendrait, notamment pour la prise de décision. Attendez, juste fini. La prise de décision, si ça allait être décentralisé, et aussi si ça allait seulement rester un mouvement d'ordre politique. Alors, je ne peux pas trop en dire non plus, parce qu'on va avoir un lancement officiel dans pas trop longtemps, donc je ne vais pas non plus tout déflorer, mais je vous invite à rester en contact et à suivre tout ça, parce que pour moi, la question de la gouvernance, en fait, la question clé, c'est la gouvernance d'un mouvement. Alors, une fois que ça paraît pas comme ça hyper excitant, parce que pas très concret, et en fait, c'est par là que tout commence et tout peut s'effondrer aussi. Donc, si on n'a pas une gouvernance qui permet d'éviter de ressembler à tous les partis à la fin, si on n'arrive pas à inventer ça, et alors par contre je pense que ça reste à inventer. C'est-à-dire que je n'ai pas encore vu de structure alors il y a des tas d'exercices qui se font et qui vont chercher, et je pense que c'est une recherche pour le coup qui est collective. Et certains ont réfléchi à ça, donc en effet on va se poser cette question-là. Sur les solutions, moi je me dis, comme il y a urgence, qu'on a le compte à rebours, c'est clic en permanence, je me dis qu'il faut pas réinventer, la plupart du temps, il ne faut pas réinventer la poudre, quoi. Il y a des trucs qui marchent hyper bien, qui sont super opérants. Il faut prendre ces modèles-là. Ils ont été, par exemple, je prenais cet éleveur, le permettre. Vous savez ce qui a été le plus compliqué pour cet éleveur de réinventer son business model ? Ça n'a pas été, contrairement à ce qu'on pourrait penser, finalement, ce n'était pas la grande distribution. Parce que la grande distribution a accepté tout de suite ses produits. Ils ont accepté le truc qui venait en direct des éleveurs. Le plus gros frein, c'était l'organisation politique du monde agricole. C'était les chambres agricoles, ça a été la FNSEA, ça a été le ministère. Premier truc. Deuxième truc, ça a été le financement. Ça a été hyper violent pour eux.
ils ne s'attendaient pas à ce niveau-là de porte close. Mais les systèmes de financement sont liés et sous pression directe de l'organisation politique du secteur. Ouais. Et du coup, ils ont dû faire du crowdfunding. Ils ont dû aller chercher du participatif citoyen pour monter leur petite usine. Ils sont 40 éleveurs ou un truc comme ça, pour pouvoir transformer leur lait et donc faire une marge plus importante. Et c'était dingue de penser que les banques traditionnelles leur ont fermé la porte, en fait, pour leur dire non, parce que, et alors qu'ils étaient tellement enthousiasmés, à échelle individuelle, ils allaient voir leur conseiller, monsieur Jean, vous êtes conseiller du Crédit Agricole, et le type, il disait, ah, mais c'est génial, je fais remonter ça à ma direction. Ça passait pas. Et donc, vous voyez, c'est comme la question de la culture des administrations. Créer de la transparence, une culture de transparence dans les administrations françaises, ça va être vachement dur. Et pourtant, c'est essentiel. Donc, en fait, il y a des transformations. Et il y a des choses qui sont, vous savez, ça s'appelle intégrer. Et quand on a intégré la violence politique de l'organisation d'un secteur, la culture de l'opacité de l'administration, on l'a intégré en soi. Et il y a des silos mentaux à casser. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Mais je pense que il faut vraiment partir de l'existant et prendre les recettes qui marchent et les faire monter, leur donner, les faire monter en puissance, quoi. On prend peut-être une dernière question. Bonjour Laurence, moi j'ai 2 questions, mais très rapides. La première, vous avez dit que c'était je suis là, que la victoire que vous avez eue en 2016 était non reproductible. Alors pourquoi ? C'est parce que vous n'étiez pas connue et maintenant vous l'êtes ? C'est parce que c'était trop fatigant, mais vous pouvez peut-être trouver du monde ? Non, et ma deuxième question sur les subventions, est-ce que vous envisagez dans le mouvement de faire un équivalent d'observatoire des subventions publiques ou quelque chose comme ça organisé, structuré pour mettre sur la table publique tout ce que vous avez dit? Oui, alors exactement. La dernière question observatoire, c'est exactement ce qu'on est en train de faire en fait au fond. Nous, on se bat et on se battra jusqu'au bout sur les subventions pour avoir accès à cette donnée qui aurait dû être publique et devrait toujours être publique, et pour les analyser. Et donc ça va être l'objet en fait d'une open data source, quoi. On va tout mettre en ligne parce que le problème qu'on a aussi sur les subventions, c'est que les subventions à la pêche, j'entends, parce que comme elles ne sont pas transparentes, ça ne peut pas être un objet d'étude pour les étudiants. Parce qu'on l'a bien vu, on a une doctorante, par exemple, on a passé 3 ans à essayer d'obtenir les données. Donc on a récupéré un fichier qui est à moitié vide. Mais bon, on utilise le moitié, là où il y a les colonnes, quoi. Alors on n'a pas toutes les colonnes. Mais du coup, on va faire avec la moitié des colonnes. Parce que 3 ans, quand on fait 3 ans de thèse et qu'on passe 3 ans à récupérer sa matière, vous voyez, ça te fait un peu compliqué pour la thèse. Donc en gros, elle commence sa thèse. Enfin, c'est complètement fou. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment sortir ce sujet-là du bois, pour dire c'est un sujet d'étude. Et à partir du moment où on aura mis en ligne toutes ces données, ça permettra à plein d'autres regards disciplinaires de venir se poser sur faire la comparaison entre les subventions agricoles et les subventions à la pêche, etc. Et la première question, c'est pas reproductible parce qu'on était 3 filles ultra motivées à travailler nuit et jour, etc. Mais on a quand même cassé physiquement. Et tenir 8 ans à ce rythme-là, j'étais plus jeune, juste physiquement, je peux plus. Je ne peux plus, quoi. Et donc, il faudrait, pour tenir ce genre de combat sur les années, et là, la pêche électrique, ça va être... Nous, on s'arrêtera quand ce sera terminé. C'est-à-dire que si on y arrive en 8 ans, ce sera un miracle. Mais 8 ans, en fait, c'est pas possible. Il faut de l'argent. Et le problème de l'échelle européenne, c'est qu'une fois que ça tombe et le coup près, et que c'est une bonne réglementation, c'est génial, ça s'impose à tous. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même convaincre 28 États membres. Alors, bientôt 27. Mais c'est pas la meilleure nouvelle que sorte la Grande-Bretagne, parce qu'en même temps, on parle anglais. C'est quand même plus simple de parler anglais que de polonais ou le roumain, vous voyez. Et donc, l'échelle européenne fait qu'il faut des budgets monstrueux. Et nous, on a un budget, donc une campagne comme le chahutage profond, il y avait une fondation qui s'appelle Pew, une fondation américaine, qui nous a quand même donné des moyens en allant payer. Ils ont payé un type au Portugal, il n'était pas plein temps, mais il faisait quand même un peu au Portugal. Il y en avait un qui faisait un peu en Espagne, une qui faisait un peu en Italie. Et donc, cette orchestration était quand même là, parce qu'il y avait 2 millions d'euros de budget pour cette campagne sur plusieurs années. Mais la nôtre, à nous, Bloom, nous, à l'époque, on avait 300 000 euros de budget. Et aujourd'hui, on en a 500 000. Vous voyez, pour tenir la marée, en longueur et en violence de ces processus, c'est pas possible. Donc, on a réussi l'impossible, mais c'est pas un modèle, quoi. C'est pas un modèle en termes de management humain. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai vu l'état de mon équipe et mon propre état, je me suis dit, c'est pas bien. Il faut aussi, c'est une responsabilité à prendre d'amener mon équipe à la casse. Ça se fait pas, quoi. On peut pas faire ça.
c'est pas forcément une conclusion très optimiste. On a le temps encore une dernière question ou non? Bon, une toute dernière, très rapide. Après, on peut parler en forum. Bonjour et merci. On a parlé d'évasion fiscale, on a parlé du gouvernement, des politiciens. Il y a une force aussi dont on n'a pas encore parlé, et j'aimerais avoir votre avis sur la question, à quel point on pourrait leur demander de prendre leurs responsabilités. Ce sont les GAFA, qui sont aujourd'hui quand même plus puissants que les États et qui développent des technologies. Voilà. Alors, c'est mon sujet préféré. Allez, on repart pour une demi-heure. Mon sujet préféré, parce que en fait, je trouve que ce que vous dites, c'est pas encore saisi par l'importance de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'on utilise tous des moyens technologiques qui rentrent dans nos vies et qui forgent nos opinions. Ils savent tout de nous. Et toutes ces données sont utilisées, y compris contre la démocratie, contre nous-mêmes. Et quand on voit ce qui s'est passé avec quand même Cambridge Analytica, avec l'influence de ces outils technologiques sur l'issue du vote du Brexit, et que vous avez vu la semaine dernière, les services secrets néerlandais ont tenu un meeting international pour ils ont démontré l'ingérence de la Russie dans justement tout ce qui était outils technologiques de masse, donc tous les réseaux sociaux, etc. Et donc ils ont montré qu'ils intervenaient directement dans les votes, dans nos élections. Mais en fait, si on n'a pas conscience de ça, donc alors là, une autre recommandation, vous avez écouté France Inter sur Palantir ou pas? Non? Alors vous allez vous régaler. Donc il y a 2 semaines, ils ont vraiment une très très bonne cellule d'investigation chez France Inter. Et et d'ailleurs, c'est Télérama qui avait sorti le sujet avec France Inter sur ça et sur Cosmos et Amésis. Donc vous avez un super journaliste d'investigation qui fait ça. Ils ont montré qu'il y a une société, donc les services secrets du monde, donc des grandes puissances, Allemagne, Royaume-Uni, France, Russie, évidemment États-Unis, on agrège de la donnée, on écoute tout ce que disent les Français. On est dans l'interférence totale, on peut récupérer toutes ces données. Et c'est ce qu'on fait. On a des programmes de collecte de toutes les données. Donc on n'a plus du tout... L'état d'urgence permettait justement ça. Ça permettait de légaliser des choses qui sont en fait totalement illégales. Snowden, quand il s'est sacrifié sur l'autel du monde pour nous réveiller dans notre conscience, il savait très bien que ça allait se terminer en exil, c'est pour ça qu'il s'est barré. Il savait très bien que la voie qui attendait les démocraties, c'était un affaissement radical. Donc, il faut écouter l'émission 1. D'abord, il faut voir le petit documentaire de Flore Vasseur qui s'appelle Meeting Snowden. Ça dure 3/4 d'heure et c'est Snowden aujourd'hui. C'est Snowden après les révélations sur la NSA, où on se prend un coup de bâton dans la tronche au niveau de l'état de nos démocraties quand même. Il nous explique en fait, non seulement rien n'a changé, en fait lui il avait révélé tout ça pour faire quoi? Pour faire en sorte qu'il y ait une forme de limitation de cette emprise sur nos vies privées. Et on a fait le contraire, on a légiféré partout pour autoriser cette emprise. Et secondo, France Inter a fait cette émission pour montrer qu'une fois qu'on a collecté toutes ces données, il faut pouvoir les analyser. Mais nous, on n'a pas la technologie. Donc la technologie, on l'a en fait dévolue à Palantir. Palantir, c'est le type de la Silicon Valley qui s'appelle Peter Thiel, qui est le fondateur de PayPal et qui est un libertarien pur et dur. Et c'est lui qui a conseillé Trump et qui lui a permis de gagner. C'est lui qui a fait tous ces comptes de fake news, de machin, pour faire basculer l'opinion publique. C'est Peter Thiel, c'est la boîte de Peter Thiel aujourd'hui de Palantir qui regarde ce qu'on est, nous, la France, qui savent tout sur nous. Et nos services secrets ont passé un contrat avec Palantir pour qu'ils leur permettent de comprendre ce qui les agrège. Donc, en fait, ça, c'est le péril fondamental. C'est le péril fondamental. Parce qu'on croit qu'on va être libre, on croit que machin, mais en fait, pensez une seconde qu'il reste une forme d'intimité et de zone privée dans nos échanges. Mais là, pour le coup, c'est une illusion absolue, complète. Et ça doit être au cœur aussi de nos propositions, je pense, citoyennes. Parce que je ne sais pas ce qu'on va faire de ça. Moi, je suis pas assez technicienne de ces questions-là. Mais ce que je sais, c'est que moi, c'est un autre niveau d'angoisse qui est monté quand j'ai pris conscience de ça. Vous voyez, j'étais déjà bien angoissée, mais alors là, le truc est arrivé, je me suis dit, ok, vraiment, c'est maintenant, parce qu'après, il sera trop tard, y compris technologiquement. On n'aura même plus aujourd'hui les moyens de se mettre en relation sans qu'on nous coupe la possibilité de la dissidence. Sur ce, merci beaucoup. Merci à vous.